Bien le bonjour, c'est Pliskin. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas mon visage car cet épisode va être particulier. En effet, je vais essayer de parler théâtre dans un film. Oui, ça paraît con de dire ça car le cinéma et le théâtre sont deux arts assez différents, mais ils ont tout de même des points communs qui ne sont pas négligeables. Et s'il y a bien une œuvre qui allie théâtre et cinéma, c'est bien 12 hommes en colère. Donc tout ce que vous verrez, ce sont des extraits du film de 1957. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille de le visionner avant de continuer dans cette vidéo. Et sinon, allons-y. Avant de parler des points communs et des différences entre le théâtre et le cinéma, il faut d'abord se poser ces questions. Qu'est-ce que le théâtre et qu'est-ce que le cinéma ? Le théâtre fait partie du 6e art, qui est appelé l'art de la scène. Cette classification regroupe aussi l'opéra, la danse, le cirque, la comédie musicale, bref, tout ce qui nécessite de la mise en scène avec des acteurs. Or, pour le cinéma, même s'il est aussi un art de mise en scène, on le sépare de cette classification et on le met dans le 7e art, l'art du cinéma. Car le cinéma est avant tout une succession d'images prises par un appareil, qu'on fait défiler les unes après les autres, et ce défilement raconte une histoire. S'ajoute à ça le cadrage des caméras, l'éclairage de la scène, le montage, l'étalonnage de l'image, les effets spéciaux. Bref, le cinéma est l'art d'enregistrer des images et de les manipuler ensuite pour en faire une histoire. Le théâtre, lui, n'a pas la capacité de manipuler des images, car les spectateurs voient l'histoire en direct sur la scène. Il n'y a pas de projection d'images. Donc pas de cadrage, pas de montage, pas d'étalonnage et pas d'effets spéciaux. En gros, pas de tournage et de post-production. Et pourtant, dans le film que nous allons voir, il y a bien un lien entre le théâtre et le cinéma. Et ce lien, c'est l'art de la mise en scène. « 12 hommes en colère » ou « 12 Angry Men » dans sa version originale, était à la base une pièce de théâtre écrite en 1953 par Reginald Rose, un écrivain américain qui a fait quelques pièces de théâtre, mais il écrivait surtout des scénarios pour le cinéma. Il avait écrit cette pièce après avoir été juré dans un procès, au cours duquel l'accusé était suspecté de meurtre. Sa pièce de théâtre sera réadaptée pour la première fois au cinéma en 1957, réalisée par Sidney Lumet, qui était d'ailleurs la toute première réalisation de sa longue carrière. L'histoire se passe aux États-Unis dans un tribunal. 12 jurés se réunissent dans la salle de délibération après avoir assisté au procès d'un jeune homme suspecté d'avoir tué son père. Ces 12 hommes ont la vie du suspect entre les mains, car s'il est reconnu coupable, sa sentence sera la chaise électrique. Alors que la grosse majorité des jurés est persuadée que le jeune garçon est coupable, un seul juré vote non coupable, car il a des incertitudes sur les preuves et les faits qui ont été énumérés pendant le procès. Vu qu'il faut un vote à l'unanimité pour pouvoir délibérer, les 11 jurés restants vont essayer de le convaincre en débattant. Mais plus le débat avance, plus les jurés ont eux-mêmes des incertitudes, ce qui va entraîner un débat très animé où les 12 jurés finissent par s'engueuler entre eux, d'où le titre du film. Comme j'ai dit tout à l'heure, le film est l'adaptation de la pièce originale de Reginald Rose. Et effectivement, il y a quelques petites choses qui sont un peu différentes de la pièce de théâtre. À la base, 12 hommes en colère est un huis clos. Les personnages sont tous dans un seul et même lieu et n'en sortent pas pendant toute la durée de la pièce. Au théâtre, les huis clos sont tolérés car ce qui est intéressant dans ce genre de pièce, ce ne sont pas les décors ou les accessoires, non. Ce sont les personnages qui vont entretenir des relations entre eux. Et ce sont ces relations qui vont faire avancer l'histoire. Il n'y a même pas besoin de faire monter un décor car les spectateurs seront plus focalisés sur les personnages plutôt que de leur environnement. Au pire, le public prendra son temps pour imaginer lui-même un décor pour nos personnages. C'est ça la magie du spectacle vivant. Par contre, quand il s'agit d'adopter un huis clos dans un film, ce n'est pas la même mayonnaise. Et Sidney Lumet en avait sans doute conscience quand il a fallu réadapter.
Déjà, il lui fallait un décor, car un film sans décor, c'est comme une chanson sans paroles, ça n'a pas trop d'intérêt. Et aussi parce qu'au cinéma, il faut que le spectateur comprenne dès les premières minutes du film où et à quel moment l'action se passe. Le film n'a pas le temps de tout expliquer car il faut qu'il garde un rythme de montage régulier pour pas qu'il devienne trop ennuyeux. Contrairement au théâtre où là, le spectateur peut prendre son temps pour comprendre l'intrigue principale de la pièce, car le rythme sera volontairement plus lent. Donc, dans Le 12 hommes en colère de Sidney Lumet, il faut qu'on comprenne dès le début du film que l'action se passe dans un tribunal. Donc le film commence par un plan du palais de justice vu de l'extérieur, ensuite un plan du hall d'entrée pour bien faire comprendre qu'on est à l'intérieur de ce palais de justice, puis ensuite la caméra va progressivement se diriger dans un couloir pour finalement filmer une porte qui mène à une salle d'audience, puis enfin on enchaîne avec un plan de cette salle d'audience où l'on aperçoit un juge, mais surtout nos personnages principaux, les jurés du procès qui va nous intéresser dans le film. Voilà, en 1 minute à peine, le spectateur comprend déjà où il est et ce qu'il se passe. Du coup, le film n'est pas un huis clos, car on voit nos personnages dans d'autres endroits que la salle de délibération. Mais bon, c'est un peu du chipotage car l'intrigue va évoluer en grande majorité dans la salle de délibération. On a juste l'introduction du film dans la salle d'audience, un petit moment dans les toilettes pour hommes, et puis la scène finale devant la sortie du palais de justice. Ces scènes ont été justement ajoutées pour pas que ça fasse trop huis clos. Le film dure un peu plus d'1 heure et demie et il faut que le spectateur reste concentré sur le déroulement du débat. Donc un changement de décor peut l'aider à ne pas décrocher. Mais à part cette histoire de huis clos qui n'en est pas vraiment un, le film n'a pas beaucoup de différence avec la pièce de théâtre d'origine. On a exactement les mêmes personnages, la même intrigue et le même déroulement de l'histoire. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que Sidney Lumet a voulu garder le côté pièce de théâtre. Et vous allez voir qu'avec quelques éléments de mise en scène, on peut faire une bonne adaptation tout en restant fidèle à la pièce. Il y a tout d'abord le jeu des acteurs. Je ne connais pas la carrière de tous les acteurs principaux, mais d'après mes recherches, seul Henry Fonda, qui joue le rôle du juré numéro 8, a eu une petite carrière en tant que comédien de théâtre. Et pourtant, dans 12 hommes en colère, tous les acteurs font comme s'ils jouaient dans une pièce de théâtre. Et on le voit dès la première scène dans la salle de délibération. Pendant plus de 6 minutes, la scène est filmée en plan séquence, qui veut dire qu'il n'y a aucun coupage pour passer d'une scène à une autre. La caméra se déplace elle-même pour filmer les différentes conversations des personnages. Ce qui veut dire que pendant 6 minutes, tous les acteurs doivent jouer leur propre rôle, même lorsqu'ils sont hors champ. Comme s'ils jouaient devant un public qui voit tout ce qui se passe, comme dans une pièce de théâtre. Et cette scène du début n'est qu'un exemple parmi d'autres. On a aussi un plan séquence lorsque chaque juré dévoile à tour de rôle leurs premiers arguments, la scène dans les toilettes pour hommes, ou lorsque le juré numéro 9 parle d'un des témoins du procès. Il y a des plans séquences à foison, ce qui force aux acteurs de connaître toutes leurs répliques par cœur pour ne pas se planter et refaire toute la scène depuis le début. Nous avons ensuite le déplacement dans l'espace qui emprunte les codes de mise en scène au théâtre. L'occupation de l'espace est une chose qu'il ne faut pas négliger au théâtre, et permet d'équilibrer et d'aérer le plateau pour rendre la scène plus vivante. Dans le cas de 12 hommes en colère, les comédiens qui jouent les jurés ne se contenteront pas de rester assis sur leur chaise pendant toute la pièce. Cela la rendrait très ennuyeuse. Les comédiens vont donc se déplacer dans l'espace pour captiver l'attention du public. Dès qu'un des jurés s'énerve, il se lève de sa chaise et n'hésite pas à parler tout près de son interlocuteur. Quand un juré réfléchit, il déambule lentement sans faire attention aux autres. Il y a différentes façons de se déplacer et d'occuper l'espace. L'adaptation reprend donc ce principe de mise en scène, car elle aura un peu le même problème que la pièce. Si tous ces acteurs restent assis pendant tout le film, on risque de perdre les spectateurs. Et le film utilise très bien ce concept. Dans la majorité des scènes, on aura toujours au moins un juré qui sera debout face aux autres, ou alors un juré en retrait de la discussion. Cette mise en scène rend le film plus dynamique et permet de captiver le spectateur. La scène où les jurés simulent le déplacement d'un témoin, ou lorsqu'ils se mettent à ignorer les paroles du juré numéro 10, sont de parfaits exemples. Troisième élément de mise en scène utilisé dans le film, c'est le découpage du scénario en actes. Comme dans une pièce de théâtre classique, l'histoire est découpée en 3 actes. Et chaque acte est une étape dans l'avancement de l'intrigue. Le premier acte présente les personnages principaux qui sont nos jurés. Le débat commence avec un premier vote de ces jurés, ce qui va enclencher le premier élément perturbateur qui est le juré numéro 8, le seul à voter non coupable. Chaque juré explique leur avis qui révèle leur propre personnalité. Le juré numéro 8 demande un second vote et un deuxième juré vote non coupable. On saura très vite qu'il s'agit du juré numéro 9 qui sera le premier à changer son vote.
C'est dans le deuxième acte du film que les péripéties vont s'enchaîner. Les jurés parlent de plusieurs sujets, l'arme du crime, l'alibi de l'accusé, les témoins, le déroulement du procès, et à chaque vote, il y a toujours au moins un juré qui change d'avis. À la fin de l'acte 2, il y a 6 coupables et 6 non coupables. Le troisième acte sera donc le dénouement de l'intrigue, où les 6 derniers jurés changent leur vote un à un grâce aux derniers arguments qui remettent toute l'affaire dans le doute. Le troisième acte se termine avec 12 jurés qui votent à l'unanimité non coupable. Et d'ailleurs, on peut repérer très facilement ce découpage en 3 actes grâce à 2 scènes. Celle dans les toilettes pour hommes et celle où l'orage et la pluie interrompent le débat de nos jurés. Ces scènes marquent la fin d'un acte et le commencement de l'acte suivant. Ce sont les moments où les personnages parlent d'autre chose que le procès qui les réunit, comme s'ils faisaient une pause après un débat très animé. En gros, ces scènes sont des entr'actes, où le spectateur eux aussi peuvent souffler et se changer les idées. S'ajoute à ça l'introduction dans la salle d'audience et l'épilogue devant le palais de justice, et nous avons un film décomposé comme une pièce de théâtre. Enfin, le dernier élément utilisé dans 12 hommes en colère est le traitement des personnages. Chacun des jurés a une personnalité très forte pour qu'on puisse les distinguer, parce que 12 personnages qui ont quasiment autant de temps de parole, cela peut être compliqué pour suivre les avis de chacun d'entre eux. Donc il faut des personnages forts en personnalité, limite des archétypes. Et ça tombe bien, vu que l'histoire se passe aux États-Unis d'Amérique, chaque juré représente une classe sociale de l'américain. Le juré numéro 1 est l'américain moyen responsable. Il est le premier juré, donc c'est lui qui doit mener le débat. Et il prend ce rôle très à cœur. Listen, just because I'm trying to keep this thing organized, I mean, here, you take it. You take on the responsibility. I'll keep my mouth shut, that's all. What are you getting so hot about? Calm down, will you? No, don't tell me to calm down. Here, you want to take the chair? Just take the chair, that's all. Ever see such a thing? Le juré numéro 2 est l'américain entre guillemets nerd. Oui, je mets des guillemets car rien ne dit qu'il est nerd, mais il a la personnalité du gars rejeté par la société qui n'a pas l'habitude de s'exprimer devant un auditoire, d'où son éloquence un peu hasardeuse. Oh, well, sure, I know that. What I meant was well, I just think he's guilty. I mean, somebody saw him do it. Mais il reste tout de même intéressé par l'affaire et se sent concerné. Le juré numéro 3 est l'américain terre-à-terre, qui a la tête sur les épaules, mais qui au fur et à mesure sera très borné, croyant dur comme fer que l'accusé est coupable. Every single thing that took place in that courtroom, but I mean everything, says he's guilty. What do you think, I'm an idiot or something? Le juré numéro 4 est l'américain homme d'affaires. Il parle très clairement avec une élocution irréprochable. Et il est très sûr de lui, tellement sûr de lui qu'il en devient pédant et prend les gens de haut. And left the house at 10 minutes after 12. He even remembered to wipe the knife clean of fingerprints. Now, are you trying to tell me that this knife really fell through a hole in the boy's pocket? Someone picked it up off the street, went to the boy's house, and stabbed his father with it just to test its sharpness? Le juré numéro 5 est l'américain de la banlieue, un ancien voyou qui a traîné dans les rues. Il se sentira donc concerné par cette affaire puisque l'accusé vient du même milieu social que lui. Now, I think... Brother, you can say that again. The kids who crawl out of these places are real trash. I don't want any part of them, I'm telling you. Listen, I've lived in a slum all my life. Wait a minute. Please, I've played in backyards that were filled with garbage. I mean, maybe you can still smell it on me. Le juré numéro 6 est l'américain moyen banal, un simple ouvrier auquel personne ne prête attention. À part le juré numéro 8, mais je vais y venir. Supposing you were the one that was on trial. Well, I'm not used to supposing. I'm just a working man. My boss does the supposing, but I'll try one. Supposing you talk us all out of this and kid really did knife his father, huh? Le juré numéro 7 est l'américain entre guillemets beauf. Oui, j'aime bien les guillemets. Il se sent très peu concerné par l'affaire et n'a qu'une seule obsession, son match de baseball qui ne veut pas manquer. Du coup, il est le gars qui vote selon ce que vote la majorité. Le genre de gars qui pourrit une élection présidentielle en quelque sorte. Guilty or not guilty? I told you. Not guilty. Why? Look, I don't have to... You do have to. Say it. Why? I don't think he's guilty. Le juré numéro 9 est le vieil américain, un vieux monsieur qui veut être traité avec respect. Il représente la sagesse et n'hésite pas à recadrer les plus récalcitrants et à démonter les preuves avec intelligence. This gentleman has been standing alone against us.
Now, he doesn't say the boy is not guilty. He just isn't sure. Well, it's not easy to stand alone against the ridicule of others, so he gambled for support. And I gave it to him. I respect his motives. The boy on trial is probably guilty, but I want to hear more. Le juré numéro 10 est l'Américain pragmatique. Il est odieux, coupe la parole aux autres et montre d'une manière décomplexée sa haine envers les autres immigrés. En bref, Donald Trump. He says he did. Says he did. Boy, how do you like that? Now, look, witnesses can make mistakes. Sure, when you want them to, they do, or when he wants them to, they do. You know what I mean? Keep the yelling down. Oh, you keep saying that. Maybe what we need is a little yelling in here. These guys keep going off every which way. Did hear the scream, didn't hear the scream. What difference does it make? You people are talking only about the little details. You're forgetting the important stuff. I mean, all of a sudden, everybody here. I'm talking here. Another vote called for. Le juré numéro 11 est justement un Américain d'origine étrangère. Il a su s'intégrer dans le pays malgré les difficultés de vivre en tant qu'étranger. Même s'il ne prend pas du tout la parole au tout début de la délibération, il finira par prendre ses aises et à affirmer sa légitimité en tant que juré américain. This I have always thought is a remarkable thing about democracy, that we are, oh, what is the word? Notified. That we are notified by mail to come down to this place to decide on the guilt or innocence of a man we have never heard of before. We have nothing to gain or lose by our verdict. This is one of the reasons why we are strong. We should not make it a personal thing. Le juré numéro 12 est le jeune Américain qui démarre dans la vie active. Il a plein de projets en tête et reste sûr de lui. Mais cela ne l'empêche pas de douter lorsqu'il faut prendre une décision. Il sera le seul juré à changer plus d'une fois son avis, subissant la pression des autres. How about you? I don't know. So much evidence to sift. This is a pretty complicated business. Frankly, I don't see how you can vote for acquittal. It's not so easy to arrange all the evidence in order. You can throw out all the other evidence. The woman saw him do it. What else do you want? Yeah, well, maybe... Let's vote on it. Okay, there's another vote called for. Anyone object? All right, I'm changing my vote. He's guilty. Et j'ai gardé le juré numéro 8 pour la fin. Lui est l'Américain aisé, un peu au-dessus de la classe moyenne, mais qui ne dénigre pas pour autant les autres. Il est le chevalier blanc de l'affaire. Du début à la fin, il va défendre l'accusé tout en donnant la parole à ses opposants. Pour lui, chaque avis compte, qu'importe le milieu social dans lequel on est. Et c'est pour cela qu'il se démarque plus que les autres. C'est lui qui va faire douter chaque juré un à un et les convaincre de voter non coupable. Bref, toute cette présentation de personnages pour vous dire que chacun ont une personnalité très marquée pour que le spectateur puisse les identifier facilement. Voilà, tout ça pour dire que l'adaptation de Sidney Lumet emprunte des codes utilisés au théâtre. Et vous allez me dire que c'est normal, puisque c'est une adaptation d'une pièce de théâtre. Mais sachez que ce n'est pas si simple que ça, de faire une adaptation cinématographique d'une pièce. Il faut parfois laisser tomber certains codes du théâtre pour que cela passe mieux à l'écran. Tenez, un autre exemple de film. J'ai regardé très récemment la dernière adaptation cinématographique de Macbeth, à la base une pièce de Shakespeare. Ce film a des qualités, comme sa photographie qui est belle dans certaines scènes, le choix des acteurs dont Marion Cotillard, et oui je défends Marion Cotillard parce qu'il ne faut pas la résumer qu'à sa mort ridicule dans Batman, elle est bonne dans d'autres films. Le problème de cette adaptation pour moi, c'est qu'ils ont trop voulu faire de la mise en scène théâtrale. Et vas-y que ça balance des tirades à tire-larigot tout en prenant un air shakespearien. Et ça passe peut-être sur une scène de théâtre, au moins pour les gens qui adorent Shakespeare, mais pas sur un écran de cinéma. La scène où Macbeth tue le roi Duncan est un bon exemple pour montrer que certains éléments de mise en scène au théâtre ne fonctionnent pas dans un film. Dans la pièce de théâtre, Macbeth est face de sa victime, en train de dormir. Il se met donc à sortir une petite tirade avant de passer à l'acte. Bien évidemment, le spectateur, en voyant la scène, ne se dit pas que Macbeth parle à voix haute devant sa victime endormie, mais qu'en réalité, il est dans ses pensées.
Il est préférable au théâtre que ce soit le comédien qui doit exprimer les pensées de son personnage, et non une voix off venant des coulisses ou des haut-parleurs du théâtre. Il y aurait trop de confusion. On ne saurait pas si Macbeth se parle à lui-même, si Duncan est en train de rêver, ou si c'est un simple narrateur qui conte l'histoire. Il ne faut pas oublier qu'on voit toute la scène en direct. Donc il est tout à fait normal que Macbeth dise ses répliques à voix haute, en sous-entendant qu'il parle dans sa tête. Eh bien le film de 2015 a voulu faire exactement pareil, comme dans la pièce. Et ça ne marche pas. Dans un film, rien ne justifie ce genre de choses. On peut tout à fait intégrer la réplique en voix off, filmer le personnage en gros plan, et paf! Le spectateur comprendra qu'il se parle à lui-même dans ses pensées. Le cinéma permet cette petite technique, car il a l'art de faire croire des choses aux gens rien qu'en manipulant des images et du son. Et c'est pour cela que cette scène dans le film de 2015 est ratée, car elle a voulu être trop fidèle à l'œuvre originale. C'est un film qui a voulu devenir une pièce de théâtre. Pour ce qui est de 12 hommes en colère, le film n'est pas tombé dans le piège de l'adaptation 100% fidèle d'une pièce de théâtre. Il a gardé conscience qu'il est un film. Il reste quand même fidèle à l'œuvre originale, en le faisant à sa façon. On peut par exemple revenir sur cette histoire de voix off, car la pièce originale commence par la voix du juge qui explique la situation au juré. Vu qu'on est dans un huis clos et qu'un juge n'est jamais présent dans une salle de délibération, la voix off est justifiée dans la pièce. Et bien dans le film, vu qu'il casse dès le début le principe du huis clos, il peut faire parler un véritable juge en chair et en os, en disant exactement la même réplique que dans la pièce de théâtre. Et c'est ça, une adaptation réussie. Être fidèle à l'œuvre dont on s'inspire, tout en proposant autre chose. Pour moi, le film 12 hommes en colère de Sidney Lumet est une adaptation réussie. Tous les acteurs jouent merveilleusement bien, la tension est maintenue jusqu'à la fin du film, et certaines scènes m'ont beaucoup plu. Comme la scène où le jury numéro 10 exprime ses propos xénophobes et que tout le monde décide de l'ignorer en lui tournant le dos. And let me tell you, they don't need any real big reason to kill someone either. No, sir. They get drunk. Oh, they're real big drinkers, all of them. You know that. And bang, someone's lying in the gutter. Well, nobody's blaming them for it. That's the way they are, by nature. You know what I mean? Violent. Where are you going? Human life don't mean as much to them as it does to us. Look, they're lushing it up and fighting all the time, and if somebody gets killed, so somebody gets killed, they don't care. Oh, sure, there's some good things about them, too. Look, I'm the first one to say that. I've known a couple who are okay, but that's the exception, you know what I mean? Most of them, it's like they have no feelings. They can do anything. What's going on here? Well, I'm trying to tell you. You're making a big mistake, you people. This kid is a liar. I know it. I know all about them. Listen to me. They're no good. There's not a one of them who's any good. I mean, what's happening in here? I'm speaking my piece, and you... Listen to me. We're this kid on trial here. His type. Well, don't you know about them? There's a danger here. These people are dangerous. They're wild. Listen to me. Listen to me. I have. Now sit down and don't open your mouth again. Elle envoie une image très puissante qui nous montre qu'il n'y a qu'une seule façon pour faire taire ces genres de personnes, c'est le déni. Si aujourd'hui les partis extrémistes de droite sont de plus en plus présents en Europe, bah c'est parce qu'on parle beaucoup trop d'eux aujourd'hui. Et enfin, la scène où le jury numéro 3 est le dernier à voter non coupable. Ce n'est que là où on apprend qu'il veut exécuter l'accusé pour se faire une vengeance personnelle sur son fils qui a quitté brutalement le foyer familial. Ce personnage m'émeut lorsqu'il fond en larmes, se rendant compte de son comportement excessif. Well? Say something! You lousy bunch of bleeding hearts. You're not going to intimidate me. I'm entitled to my opinion. Rotten kids, you work your life out. No. Not guilty.
Not guilty. Enfin bon, après 20 minutes de vidéo, vous devez comprendre que ce film ne me laisse pas indifférent. Si jamais vous avez l'occasion de voir 12 hommes en colère, que ce soit à la pièce de théâtre ou en film, n'hésitez pas à le voir car cette œuvre est très intéressante à analyser. Well, so long. So long. Voilà, c'était la fin de cette vidéo sur 12 hommes en colère. Vidéo qui était longue, plus longue que la précédente, contrairement à ce que j'avais promis, entre guillemets. Et bon, voilà, j'espère que ça va pas continuer comme ça, sinon je vais faire des épisodes d'une heure et demie, ça va être n'importe quoi. Donc comme d'habitude, si vous avez bien aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu pour me soutenir, partagez-la autour de vous pour faire connaître cette émission, Parlons Théâtre. Et quoi d'autre, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc le prochain Parlons Théâtre, ça redeviendra un Parlons Théâtre classique. Et pour les nouvelles de la chaîne, je fais de moins en moins les critiques à chaud, parce que j'ai de moins en moins envie. Alors je sais pas si ça va finir par disparaître cette émission, mais voilà, après j'ai d'autres idées, mais bon, voilà, ça va être à voir. Et pour ce qui est des futures prochaines vidéos, faudrait que je commence à faire l'écriture du calendrier de Pliskin, la saison 2. Donc sous cette belle chaleur d'été et cette pluie qui commence à venir, hein, oui, on dit bien été, je vous dis ciao, à la prochaine.